Bonjour Lio, bonjour, je suis ravie de te recevoir sur le plateau virtuel de Dragon Bleu TV pour évoquer ton parcours atypique. Et je dis atypique parce que tu refuses d'utiliser le mot détransitionneuse. Tu vas nous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais je voudrais d'abord donner quelques repères sur ton parcours pour qu'on puisse un peu savoir qui tu es. Tu as entamé une transition sociale à l'âge de 22 ans pour devenir un homme, en changeant ton prénom pour Lio et en utilisant des binders. Tu as fait, à 25 ans, tu as fait une mastectomie. Tu as changé officiellement tes papiers et pris un traitement de testostérone à l'âge de 26 ans. À l'âge de 27 ans, tu as fait une ovaryectomie, une hystérectomie totale. Et 5 ans plus tard, à l'âge de 32 ans, tu as changé d'avis. Tu as fait un revirement pour récupérer ton, ton identité de femme que tu n'as jamais quittée en fait, puisque tu as toujours été une femme. Mhm. Tu as cessé la testostérone en 2024 et entamé un nouveau traitement aux estrogènes en 2024 également. Ouais. Donc, 10 ans de parcours de transition et 7 ans sous testostérone et 2 opérations majeures. Mhm. Il y a une première question que je voudrais te poser pour débuter. C'est est-ce que ta démarche au départ était vraiment de vouloir être un homme ou de vouloir échapper au fait d'être une femme, refuser d'être une femme? Oui, alors ben effectivement que donc mon parcours était en fait principalement de refuser d'être une femme et pas de devenir un homme. Ouais. Donc j'ai jamais eu une conviction profonde que j'étais un homme en fait. Tu as fait des démarches pour changer ton corps, tu savais que ça pouvait modifier ton corps d'une certaine façon, mais tu savais très bien. Enfin, c'était une fuite. D'accord. Oui. Et puis la modification de mon corps, c'était dans l'idée que mon corps soit en adéquation avec ce que je ressentais en fait. Mais c'était pas quand même de devenir un homme, quoi. Mais c'était d'être effectivement en adéquation avec ce que je ressentais à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur? Parce que ces mots-là, si on les prend stricto sensu, ça peut avoir l'air de dire qu'on adhère à l'idéologie du genre, au fait, soit d'avoir un genre inné qui n'est pas celui du sexe assigné à la naissance. Donc, qu'est-ce que ça signifiait le fait de t'identifier un homme, en fait? Hein, voilà, ton ressenti. En fait, moi, bon, faut savoir que moi, j'ai fait un parcours de transition il y a plus de 10 ans en arrière, donc c'était pas tout à fait les mêmes circonstances dans lesquelles aujourd'hui les jeunes font des transitions. Mais à l'époque, je cultivais quand même déjà un sentiment de différence. Ça a été la première chose, un sentiment de différence vis-à-vis de mon propre groupe, donc les femmes, et un sentiment de différence vis-à-vis des hommes. Donc en gros, un sentiment de différence vis-à-vis de l'espèce humaine, en fait, en soi, hein, un petit peu, hein, c'était un peu ça. Donc ça a été le premier sentiment, sentiment de différence, et puis après, ça a glissé sur un sentiment de pas appartenir donc ni aux hommes ni aux femmes. Donc ça a commencé un petit peu comme ça en fait. Maintenant on appellerait ça être non-binaire, mais à l'époque c'était plus soit être ni l'un ni l'autre, soit être dans un mélange des deux en fait, puisque j'arrivais pas à me reconnaître ni dans les femmes ni dans les hommes. Tu Donc étais ça a plutôt commencé comme ça. ouais. Tu étais quel genre de petite fille? J'étais une petite fille plutôt introvertie, timide. Euh, Ça, c'était plutôt quand j'étais en extérieur. Après, à la maison, j'étais plutôt une petite fille assez colérique, euh, bon, toujours un peu dans sa bulle. Donc, oui, il y avait quand même une différence entre le milieu familial et puis l'extérieur. Ce sentiment de pas trouver ta place, tu le fais remonter à quel âge? Euh, bon, j'ai pas des souvenirs très très loin, mais je sais que par exemple, ma mère, quand elle me raconte quand j'étais petite, quand j'avais 3 ans, quand elle s'approchait de moi avec une robe ou avec des habits roses ou des trucs comme ça, je hurlais et tout.
Donc déjà, je montrais déjà des signes apparemment où je voulais pas, je refusais déjà certains stéréotypes. Et puis après, euh, je, je sais pas parce que j'ai eu, par exemple, une entrée scolaire un petit peu compliquée où je me suis senti, bah ça c'était vers 4 ans où je me sentais déjà aussi très différent des autres, déjà à cet âge-là, quoi. Donc déjà très 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 jeune, hein. J'ai eu un sentiment de décalage avec les autres. Et ton adolescence? Comment ça s'est passé à l'adolescence? Ben, l'adolescence a été assez compliquée aussi parce que bah il y a toute la transformation du corps, donc les hormones qui sont arrivées et tout. Et là, j'ai pas bien suivi le passage de l'enfance à l'adolescence. Ça a été vraiment pour moi une sorte de confrontation, de comment dire, ouais, quelque chose qui arrivait malgré moi, dont j'avais pas le choix, quoi. Alors, bah, il arrivait des règles très tard, vers 15 ans. Euh, et puis le corps qui se transforme, donc les seins, les formes qui commencent à apparaître, les hanches, alors que quand on est plutôt enfant, on a un corps qui est assez En similaire grossit, au garçon, hein. tout à fait. Et après, ça change, quoi. Et là, ça a été un peu le début. Mais alors, je vais employer le terme de dysphorie parce qu'en fait, quand on parle de décalage avec les filles et les garçons, il y a deux choses qui sont mêlées. Il y a la dysphorie sociale, le sentiment de décalage social, et le décalage, un décalage qui peut être dans le ressenti. Quand on parle de ressenti, ça peut être social, mais ça peut être aussi sexuel. Ça peut être un décalage dans le corps. Et le terme de dysphorie, il est compliqué parce que, en fait, c'est un terme transactiviste. C'est un terme qui a été mis, c'est un peu comme un détendard utilisé par les transactivistes, alors que c'est en fait c'est un symptôme. On a posé une étiquette dessus pour en faire une pathologie, pour justifier des transitions, en fait, en réalité. Euh, Parce que à l'Observatoire de la petite sirène, ils emploient le terme d'angoisse de sexuation pubertaire, ce qui est un terme un petit peu compliqué, mais pour dire une chose très simple, c'est que, en fait, à l'adolescence, la plupart des filles et des garçons ressentent, et surtout les filles, parce que bon, toi, tu as une puberté apparemment tardive, mais on peut avoir une puberté démarrée dès l'âge de 11 ans, en fait. Et il y a un décalage qui est normal, en fait. C'est ce que j'essaye de comprendre dans ton parcours, quelle était la part d'un mal-être, en fait, qui finalement existe plus ou moins chez beaucoup de filles, plus ou moins, et de quelque chose qui serait plus fort. Parce qu'en fait, moi, je suis critique de l'idéologie du genre, et quand je discute avec mes amis et qui sont critiques, on a tous la conviction que moi, si j'avais vécu mon adolescence à la même époque que toi, il est très probable que j'aurais plongé dans le même, en tout cas, j'aurais rencontré des gens qui auraient cherché à pathologiser mon sentiment de décalage social, de dysphorie sociale. Est-ce que tu peux me décrire un peu, parce que quand on parle de ressenti, c'est quoi? C'est le social, c'est le corps, c'est un ensemble de choses, de variables? Allez, bon, alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que la dysphorie, c'est effectivement un symptôme qui existe dans beaucoup d'autres mal-être. Et on appelle ça dysphorie. Ça n'a rien à voir avec la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, ça, c'est vraiment un terme qui est utilisé par la communauté. Donc, il y a vraiment la dysphorie qui existe et qui est utilisée couramment comme la dysmorphophobie ou Oui, la des termes comme ça. dysmorphophobie, oui, oui, oui. Donc, il y a en fait des similitudes avec la dysphorie dans plein de mal-être. Et ça n'a rien à voir avec la dysphorie de genre, qui est un terme spécifique utilisé par la communauté. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que moi, j'ai été diagnostiqué il y a 10 ans, donc j'ai pas été diagnostiqué dysphorique de genre. Moi, j'ai été diagnostiqué transsexuel F064 D'accord. avec une dysphorie de l'identité sexuelle. Mhm. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. En soi, mon diagnostic de trans, il est faux. Mon diagnostic de dysphorie sexuelle, il est d'un côté juste, parce que j'avais une dysphorie sexuelle. C'est-à-dire que je rejetais pas spécifiquement que mon corps, mais je rejetais les attributs sexuels. Mhm. Ce qui est encore un petit peu différent, quoi. Oui. Mais c'est un mélange dans le terme dysphorie, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec le transsexualisme en soi. Mhm. Mm.
Donc ça veut dire quoi le fait de tu refusais d'être une femme. C'était moins le désir d'avoir un pénis ou que le refus d'avoir d'être une femme sexuellement. Est-ce que tu peux... Ouais, c'est vrai que il y a une dysphorie corporelle, je dirais déjà. Donc, on est dans un contrôle et un rejet de son corps. Et après, il y a cette dysphorie sexuelle qui est vraiment plus spécifique euh, à un mal-être dû à sa corporalité sexuée, en fait. Et Et là, oui, pourquoi? Parce que ça attire le regard des autres, parce que tout à coup à l'adolescence, on se rend compte que le regard des autres change sur soi, parce que ça, c'est sous forme interrogative, parce que ça entraîne des projections sur le rôle social, sexué, hypersexué des femmes, et on n'a pas envie de jouer ce rôle-là, en tout cas pas sans contrôle, c'est ça? il y a une part de ça, oui, c'est sûr, mais il y a aussi une part du fait que, enfin moi en tout cas, euh, bon, j'ai été exposé aussi à de la pornographie jeune, donc ça n'a pas dû tellement m'aider non plus, mais en soi, quand on devient ado, les parties intimes deviennent un endroit où un peu tout doit rentrer en fait. Euh, que ça soit les tampons, les instruments des gynécologues, les doigts des gens, les pénis des hommes, les jouets sexuels. Donc, en gros, le vagin devient un peu cet endroit où tout doit rentrer. Et, euh, et la dysphorie sexuelle, c'est quand même pour moi le fait d'avoir soit peur, soit d'être gêné, soit de refuser en tout cas que cette partie sexuelle soit pénétrée en fait, quoi. Et c'est ce Exposé. refus de la pénétration qui crée en fait la dysphorie du sexe, quoi. En tout cas, chez moi, ça a été ce cas, quoi. Est-ce que tu as eu un parcours de lesbienne? Enfin, est-ce qu'on peut dire ça? Tu es lesbienne? Comment est-ce que tu te définis et est-ce que ça a eu un rôle? Est-ce que ça a joué un rôle aussi dans ton parcours de transition? Oui, alors moi, j'ai eu des petits copains, j'ai eu des rapports sexuels avec des hommes quand j'avais genre 15 ans. Et après, bon, j'ai toujours été attiré par les filles aussi, les filles et les garçons quand j'étais jeune. D'accord. Et après, je me suis défini comme homosexuel vers genre 16 ans. Et après, j'ai eu des copines genre jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à qu'après je fasse la transition. Du coup, maintenant, aujourd'hui, je dirais plutôt que je suis bisexuel, mais je me suis déclaré homosexuel pendant très très longtemps. Et hum, cette façon de me dire homosexuel très jeune et de me déterminer comme ça, pour moi, ça a aussi été une façon de pouvoir fuir un peu cette sexualité pénétrative, si j'ose dire ça comme ça, et de pouvoir aussi fuir tout ce qui était euh, très stéréotypé dans le fait d'être hétérosexuel, quoi. Parce Mm. que quand j'étais très petite, donc quand j'étais enfant, je mettais des casquettes à l'envers, je mettais des habits très larges. Et après, quand je suis passée à l'adolescence, on m'a fait quand même remarquer qu'il fallait que je m'habille d'une certaine manière pour pouvoir m'intégrer dans la société, quoi. Je pouvais pas, enfin, fallait que je signifie quelque chose aux autres. Et là, on m'a un peu plus demandé de me féminiser, en fait. Et Mm. après, quand je suis arrivé dans la communauté gay, bah là, j'ai coupé mes cheveux tout court, j'ai remis des t-shirts très longs, des pantalons en bas les fesses, et puis du coup, ben, ça m'a aussi permis de pouvoir éviter cette féminité, de pouvoir. Tu aurais pu rester une femme homosexuelle butch, une butch lesbienne, par exemple, Mhm. sans... Parce que quelque part, quand on se revendique homme socialement, même si on peut jamais vraiment transitionner, on redevient hétéro quelque part. Tu vois ce que je veux dire, socialement? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que on retrouve ça dans beaucoup de parcours de transition F2M, en fait, des femmes qui se revendiquent lesbiennes ou bi, et puis qui après
décides d'entamer un parcours de transition vers l'identité masculine. Oui. Moi, je pense que j'avais pas. Bon, bah, de toute façon, dans la bisexualité, il y a de l'homosexualité et de l'hétérosexualité. Donc, pour moi, enfin, je renie pas du tout le fait que j'aime les femmes. Mais je pense qu'à un certain âge, surtout que, ben, à mon époque, en tout cas, l'homosexualité, c'était une grosse communauté qui luttait pour des droits qui n'étaient pas encore acquis. Et du coup, moi, en tout cas, cette communauté, elle m'a permis de fuir des problèmes que j'avais déjà, quoi. C'est-à-dire le fait de, de- d'accepter une féminité et le fait de refuser, en fait, le rapport aux hommes, quoi. Mm. Et le fait de manquer de modèle aussi fait que ben, j'ai pas pu assumer cette bisexualité très jeune. Je me suis affirmé homosexuel très très vite parce que ben voilà, c'était aussi une façon de pouvoir peut-être se démarquer quand on est jeune. Enfin voilà, quoi. C'était une phase, quoi, Mais en alors tout cas. pourquoi ne pas y être resté? Qu'est-ce qui a fait que tu, à un moment donné, tu as C'est vrai. t'as franchi l'étape, parce qu'en plus, c'était il y a 10 ans, en fait. Oui. Donc, est-ce que tu as Alors, été influencé? Comment ça s'est passé? bah, c'est vrai que, en fait, vu que j'avais certainement pas j'avais pas les bonnes raisons d'être homosexuel ou de me déclarer comme homosexuel 100% comme je le disais, bah, du coup, au bout d'un moment, commencé à ressentir un décalage avec les autres filles, en fait, avec les autres lesbiennes. Alors, attends que je comprenne bien. C'est parce que tu es bisexuelle et non homosexuelle, et non lesbienne. C'est ça le décalage? Oui, je pense que j'ai pas eu assez de modèles déjà Ouais. bisexuels, donc je me suis affirmé homosexuel. Et après, en traînant dans le milieu gay, j'ai rencontré beaucoup de filles, féminines, pas féminines. Et à force de discuter avec elles, moi qui cultivais une différence, qui pensais qui était l'homosexualité, en rentrant dans le milieu homosexuel, je me suis rendu compte qu'en fait, je cultivais toujours une différence, en fait. Mm. Et du coup, je discutais avec ces filles qui étaient très masculines. Je pensais qu'elles ressentaient la même chose que moi, qu'elles ressentaient un décalage avec les filles féminines, qu'elles étaient en fait différentes de ces filles-là. Et en fait, pas du tout. En fait, elles assumaient tout à fait leur sein, tout à fait leur rapport sexuel, tout à fait le rapport au service pour les femmes, la gynécologie, etc. Elles avaient aucun problème avec ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est bizarre parce que elles ressemblent tellement à des garçons, elles sont tellement masculines, elles sont tellement comme moi, et en fait, elles ressentent pas la même chose que moi, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est étrange, en fait, je suis encore différente de ça, quoi. Et puis c'est là qu'en fait, après, bah, je suis allé chercher pas mal de psy pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'avais, etc. Et puis qu'après, je suis tombé sur une association homosexuelle, transsexuelle. Tu dis que tu as été exposée très jeune à de la pornographie. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que j'imagine que c'est un traumatisme, en fait, c'est violent. Est-ce que ça a forcément joué un rôle dans... J'essaye de comprendre, en fait, la Oui, dysphorie sexuelle. oui, oui. J'ai été confronté à de la pornographie à partir de 7 ans. Et par le fait que la pornographie à l'époque, ça circulait très facilement sur des cassettes vidéo, des trucs comme ça, on enregistrait. Là, c'était à la place de Cendrillon, c'était un film pornographique. Et mon frère, voilà, il avait aussi, il avait 16 ans à l'époque, on est quatre dans la famille. Et genre, lui, il regardait des films comme ça. Puis ben, moi, j'étais beaucoup avec mon frère. Et puis, il n'a jamais pensé à m'écarter des images. Lui, il avait genre 15 ans à l'époque. Enfin, voilà, il n'était pas conscient de que ce que ça pouvait faire chez une jeune personne, mais chez lui non plus d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que c'est choquant, mais quand on est enfant, le choc, ça se traduit pas de la même manière qu'un adulte. Quand on peut l'exprimer, on comprend ce qu'il y a, donc après on peut dire pourquoi on est choqué, alors que quand on est enfant, ça va juste s'inscrire à l'intérieur de nous. Ça produit des effets plus tard. Exactement. Et vous allez pas être choqué en fait. Ça va vous choquer, mais vous allez pas ni comprendre ce qui vous est arrivé, ni rien. Donc en fait, vous allez juste l'intérioriser et puis continuer à vivre, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. En plus d'avoir eu des confrontations à des images pornographiques. J'ai aussi vécu des attouchements et des trucs comme ça dans cette période-là, vers 7, 8, 9 ans.
Et du coup, ben voilà, la même chose, hein, quand vous vivez des attouchements, bah, quand vous êtes enfant, ben, vous trouvez ça bizarre, mais vous n'avez pas de réaction forte, quoi. Vous intériorisez, Mm. vous comprenez pas ce qui arrive. Donc, c'est un choc qui est totalement intériorisé, en fait. Voilà, ça se voit pas, quoi. Puis vous pouvez pas l'exprimer, vous n'avez pas de capacité de pouvoir réfléchir dessus, ni comprendre. Donc, voilà, vous passez à autre chose, simplement, quoi. Mm. Mais ça vient s'inscrire gentiment en vous quand Oui, même, hein. ça Ça, fait c'est son clair. chemin, ça fait Ah son oui, chemin. oui, 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 ça, c'est clair. Au niveau du rôle social, parce que comme tu dis, on manque cruellement encore de rôles. Bon, les choses évoluent un peu aujourd'hui, mais de rôles positifs féminins et surtout euh, de rôles lesbiens, de rôles de femmes atypiques, enfin de rôles modèles. Hein, je parle de rôles modèles. Ça Mhm, joue aussi beaucoup. Et contrario, quand on présente, ça c'est le wokisme, hein, présente des femmes de pouvoir, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, on a des femmes qui sont hyper sexualisées. On a mhm. des femmes qui sont des femmes objets, qui s'objectalisent elles-mêmes, hein, en fait. Les actrices de cinéma, les stars de la pop, du rock, etc., sont hyper sexualisées. Euh, est-ce qu'à un moment donné, tu as ressenti, tu as refusé de jouer ce rôle-là, ou de dire je refuse, parce que ça, beaucoup de femmes hein, peuvent s'identifier à ça, je refuse de jouer ce rôle qui évalue ma valeur en tant qu'individu à ma baisabilité, en gros, en quelque sorte. Ouais, Et c'est au fait tellement ça. d'accepter de jouer ce rôle euh, hyper sexué, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, mais c'est vraiment. Il y a en tout cas une grosse partie de ça aussi. C'est vrai que, bon, moi, j'ai grandi avec le divertissement, donc dans une époque de divertissement. Et puis, nos modèles, c'était beaucoup des chanteuses, des actrices. Ça, on a plutôt baigné dans ce milieu-là. Donc, effectivement, des filles extrêmement sexualisées. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, les femmes, elles étaient déjà devenues des hommes, en fait. Puisque elles boivent de la même manière, elles fument de la même manière, elles sortent de la même manière, elles bossent de la même manière, elles baisent de la même manière. Donc effectivement, les filles sont déjà devenues des garçons en soi, quoi, hein. Et effectivement, on n'a pas de modèle de femme qui soit autre chose que la copie d'un homme, en fait, je trouve. Mais Ouais, alors du coup, je peux faire l'avocat du diable. Du coup, je te prends au mot. Du coup, quel était l'intérêt du coup faire la transition? Parce que, tu vois, est-ce que tu n'avais pas aussi une envie du rôle social des hommes? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est compliqué en tant que femme, c'est qu'il faut faire la part des choses entre être une femme, avoir un corps de femme et puis le rôle sexuel, social des femmes. Et surtout, on vous demande en fait de vous comporter comme des hommes, mhm, tout en vous disant que vous allez partir avec un handicap qui est celui d'être une femme. Et de toute façon, vous mhm, n'aurez jamais autant de cartes en main. C'est le mhm, truc qui est mhm, fondamentalement biaisé, en fait, mhm, aujourd'hui dans la mhm, société actuelle. De toute façon, vous mhm. n'aurez pas les mêmes cartes en main. De toute façon, vous Oui. partez avec un sac de plomb sur le dos, mais vous serez évalué sur les mêmes critères. Mhm. Est-ce que tu enviais, en fait, est-ce que dans ta famille, on t'a élevé différemment que les garçons? Est-ce que tu enviais le fait d'être un homme? On va dire que même si les choses évoluent, socialement, il y a quand même de sacrés avantages, quoi, encore aujourd'hui. C'est clair, moi je suis tout à fait d'accord et je pense même qu'il n'y a pas que le fait de vouloir tout cette comment dire, ces privilèges. Il y a aussi le fait que moi, j'ai construit une haine des hommes. J'ai Mhm. fini par construire une haine des hommes. Ça a commencé évidemment par les traumatismes que j'ai vécus quand j'étais jeune, mais après, ça s'est aussi accentué parce que je voyais une différence de traitement. Aussi, ça s'est accentué parce que quand je suis devenu homosexuel, j'ai vécu beaucoup de- d'insultes et puis de moqueries de la part des hommes. Et du coup, effectivement, moi, j'ai un peu un couplage entre euh, le, le fait de vouloir détruire l'homme, détruire les privilèges de l'homme et de haïr les hommes, quoi. Euh, Aussi du fait que le féminisme de mon époque était assez anti-mec, quoi. Donc, on était, c'était quand même un féminisme anti-homme, je trouvais. Donc, ouais. Ces choses-là, ouais. Je sais pas si j'ai totalement répondu à ta question, mais moi, j'ai cultivé ça, en tout cas, le fait de vouloir
dire les mecs, regardez, vous êtes rien, rien de plus. Et en plus de ça, de dire que tout ça, c'était un construit, seulement un construit. Hmm. Du coup, je vais aller vous battre sur votre propre terrain, quoi, en gros. Du coup, je vais aller vous Ah. battre sur votre propre terrain, ouais. Comment est-ce que tu as été accueilli par les psys que tu as rencontrés à l'époque de ton parcours? Et voilà, comment est-ce qu'ils ont accueilli ton discours? Les premières personnes que je suis allé voir, c'était avant la transition. C'est quand je me posais encore des questions, que je pensais que j'étais ni un garçon ni une fille ou un mélange des deux, que je sentais pas de sentiment d'appartenance avec les filles. Donc, je décrivais vraiment un décalage avec les filles. Ben là, j'ai été assez mal reçu en soi, hein. J'ai dû faire, je pense, bien une dizaine de psys où à chaque fois, bon, minimiser, où on changeait de sujet, où on disait que c'était un peu tordu ce que je disais. Enfin voilà, donc il n'y a jamais eu vraiment de considération dans ce que j'essayais de développer en tant que ressenti et de mal-être. Et puis c'est vrai que bon, moi, j'arrivais pas en pleurant, en étant mal et tout. J'arrivais toujours avec beaucoup d'éléments théoriques. Et je théorisais énormément, j'essayais d'exprimer. Donc c'est vrai que les gens, ils voyaient pas que j'étais mal, hein, au final. Hein. Mm. Mm. Ils se disaient juste, ah, voilà quelqu'un avec beaucoup de conviction. Et donc je pense que ça n'a pas dû aussi forcément jouer pour moi. Mais bon, c'est pas mon rôle, hein. Et, euh, et du coup, je suis tombée une fois sur une psy qui m'a dit, ah oui, mais moi je crois que j'ai déjà entendu parler de ce que tu me racontes dans mes études, etc. Faudrait que tu fouilles un peu par là, par là. Puis c'est là après que je suis tombée sur les associations. J'ai rencontré une fille qui était devenue un garçon dans l'association, déjà tout opéré et tout machin. Et puis quand elle m'a exprimé qu'en fait, elle était un garçon, mais qu'elle voulait peut-être avoir des enfants et tout, je me suis dit, ah, mais c'est juste dingue parce que moi, en fait, c'est tellement plus simple, tellement moins extravagant que je me suis dit, ah, ça va, en fait. Moi, je suis, Il y a voilà, une case dans laquelle je peux rentrer. il y a, C'est ça? exactement, moi, je peux venir là-dedans tout en étant pas non plus un truc extravagant, quoi. Moi, je me sentais juste rien du tout ou un peu des deux. Je voulais qu'on m'enlève les seins, je voulais rien d'autre, quoi. Moi, je voulais juste qu'on m'enlève les seins, en fait. Je voulais pas de testo, je voulais rien. Je voulais pas dire que j'étais un homme. Je voulais juste qu'on m'enlève les seins. C'était tout. Donc, quand je suis arrivé là en me disant juste ça, ben voilà, la personne qui avait déjà un parcours, bah, elle m'a dit, ouais, ouais, pas de problème, À la carte. tranquille. Mm. Les gens font ce qu'ils veulent, dans l'ordre qu'ils veulent, ouais, au rythme qu'ils veulent, donc il n'y a vraiment aucun souci. Et c'est là que je suis allé voir des psys, enfin un psy notamment, juste un psy, qui est justement spécialiste de la question, en fait. Voilà. Et c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à aller plus loin? Parce que tu es allé beaucoup plus loin. Ça a été progressif? C'est ce que c'est les psys que tu as rencontrés comment ça s'est passé? Parce qu'au départ, tu dis que tu voulais juste ne plus avoir de sein et tu aurais Oui, pu te mettre la case non binaire, voilà, trouver ta place. oui. Qu'est-ce Alors, qui t'a c'est vrai que, amené à aller plus loin? alors, vu que, bon, si on reprend un petit peu le début, je cultive déjà depuis jeune certaines choses. Je passe par plusieurs phases homosexuelles, rejet, toujours plus de dysphorie, de mal-être, etc. Et je suis dans une perception de la réalité, donc de moi-même et des autres, qui est, OK, je suis au milieu de tout ça, je suis entre deux, etc. Donc j'arrive déjà avec, disons, une bonne base qui va pouvoir être accolé facilement ensuite avec les idées qui sont véhiculées dans ce mouvement. Donc, une fois que j'arrive là-dedans et puis que je vais voir un psy, moi, je vais voir un psy parce qu'on me dit que je dois aller voir un psy. Mais moi, je me sens pas malade ni quoi que ce soit. Moi, j'ai juste trouvé la réponse. Oui. Tu veux juste le papier pour te faire opérer. Parce qu'en soi, moi, j'avais que des questions, j'avais pas de réponse. Moi, je suis allé chercher les réponses. Donc, c'est les réponses qu'on m'a données qui donnent validité à mes questions. Mais moi, j'avais que des questions, hein. Et, euh, et ensuite, je vais voir ce psy que j'ai vu que deux fois, et puis qui me dit ben, que voilà, si je veux me faire enlever les seins sans testostérone, il n'y a aucun problème. Même s'il y a un protocole
de prise en charge, il y aura aucun problème, que maintenant tout a changé, puis que ça va aller, qu'il y aura aucun souci, quoi. Alors du coup, ben voilà, moi j'arrive chez quelqu'un qui me dit que ce que je pense, ce que je ressens, ce que je décris, c'est tout à fait correct, tout à fait juste, que ça existe, que je suis pas la seule à être comme ça, et que c'est OK de faire ce que je demande, quoi. Enfin, que ce que je ressens et que la demande qui y sorte soit prise en charge. D'accord. Et un an plus tard, donc tu prends de la testostérone et tu changes tes papiers d'identité. Donc ça, Et c'était assez rapide en fait. bah, À partir déjà, du moment où tu as eu cette validation, oui, bah, tu es déjà, mis dans un engrenage. j'ai eu cette validation. Ensuite, on m'a refusé l'opération parce que, en fait, je n'étais pas du tout dans le protocole. Donc, les assurances, elles ont dit oh là, oh là. Ils ont dit non, non. Et puis, ben là, le fait qu'on me refuse, ça a été encore une façon de m'ancrer là-dedans. Ouais, de revendiquer, ouais. Exactement, parce que quand on vous dit oui, tu as le droit, et puis que après on te dit non, eh ben, vous allez, derrière, on vous dit, non, non, mais en fait, tu as le droit. Donc, les associations m'ont aidé à écrire des papiers pour les assurances en disant, si, si, j'ai le droit, telle loi, tel truc. Alors, du coup, ben, vous rentrez dans un combat et ce combat, il va évidemment vous fixer dans votre idée, quoi. Parce que vous vous dites, ah, tout le monde est contre moi, donc j'ai bien raison. Donc, du coup, l'objectif, il faut vraiment qu'il soit répondu parce que on me le doit, quoi. Mhm. Alors, j'ai oublié de dire au début, donc, tu es suisse. Je suis suisse, oui. En France, il y a tout un protocole qui a été mis en place qui, sous le couvert de l'ALD 31, permet une prise en charge à 100% de tous ces soins, de toutes ces thérapies, ces opérations, ces chirurgies mutilantes d'affirmation du genre. Euh, mais pour pouvoir y avoir droit, il y a un effet pervers. Dans l'effet pervers, c'est qu'il faut justement revendiquer la totalité du parcours et que plus les gens revendiquent la totalité du parcours, alors que c'est pas forcément à la demande de la personne au départ, plus ils ont de chances d'être considérés comme étant dans le protocole et de pouvoir avoir des remboursements. Mhm, Donc c'est quelque chose qui précipite en fait les personnes vers un parcours de transition et vers un parcours de transition total, quoi, radical. mhm. Oui, oui, C'est passé pour toi. Oui. ça c'est clair. Et puis après, ben, une fois que vous êtes engagé, c'est le même principe, quoi. Le fait d'avoir engagé surtout quelque chose de très fort, hein, ça va vous inciter à, à vous persuader que c'était la bonne chose parce que vous avez beaucoup investi. Puis on sait très bien qu'il y a des phénomènes psychologiques comme ça, hein. C'est que quand vous investissez beaucoup, eh ben, vous êtes oui, plus Ah, crédule. ouais, ouais. Comment est-ce que tu te sentais à cette époque-là? C'est-à-dire qu'il y a le combat pour cette transition, etc. Mais quel effet ça a eu sur toi? Est-ce que tu te sentais mieux, au moins temporairement, qu'avant? Comment est-ce que tu as appréhendé ces changements dans ton corps, en fait? Ben, moi, donc j'ai eu cette première opération La avec, mammectomie? Hmm. ouais, avec plein de convictions, en étant complètement sûr et tout. Et moi, j'ai jamais été opéré, hein, donc j'ai toujours évité ça. Pourtant, j'ai fait du cheval à haut niveau, donc j'ai eu beaucoup de fractures, de déchirures, etc. J'ai toujours refusé l'opération. Et là, on s'envoie sur la table, hein, quand même. Et moi, les aiguilles et tout, c'est vraiment pas mon truc. Et du coup, bon, bah, j'étais pleine de conviction, j'avais réussi à avoir ça, j'étais validée, j'étais soutenue. Et pourtant, en sortant de l'opération, ça a été très, très difficile, hein. Vraiment très difficile, parce qu'il y a une forme de réalisation du corps, en tout cas, et même de soi, de se dire, OK, c'est fait, quoi. Et là, ça a été vraiment très dur, parce qu'en plus, j'ai fait en ambulatoire, je suis sortie après un jour avec des drains, je suis allée chez ma sœur en convalescence. Et puis ben là, j'ai eu beaucoup d'idées suicidaires. Euh, faut savoir aussi que les plaies sont énormes, hein. Donc après, on vous dit, bon, bah voilà, faut s'occuper des plaies et tout. Moi, la première fois que j'ai enlevé le pansement, j'ai failli vomir, quoi. Je ne pouvais pas regarder ça tellement que c'était
ouais, c'était horrible, quoi. C'était horrible. C'était bleu, violet, du sang séché, c'était découpé, c'était pas symétrique, c'était vraiment, enfin franchement, moi les premières fois, j'ai failli passer dans les vapes en enlevant les pansements, donc ça a été vraiment horrible. Et puis après, ben voilà, ça commence à cicatriser, vous vous faites à l'idée, vous vous dites, ben c'est ce que j'ai voulu. Vous avez la communauté qui vous dit, bon bah c'est Bravo, normal. bravo. Ouais. Voilà. Et on vous dit aussi que c'est normal que ça soit difficile, que ça fait partie du truc et que ça ira mieux après. Donc bon bah voilà. Donc ok. Donc tout est normal en fait. La souffrance que vous ressentez, elle est normale. Toutes les douleurs, tous les questionnements, tout ça, tout est normal. Tout est normal. Donc voilà. Après ça cicatrise, ça va mieux. Comme vous pouvez commencer à vous habiller et que ben vous n'avez plus les contraintes d'avant qui vous faisaient tant de peine. Et ben du coup, vous commencez aussi à vous sentir mieux parce que vous êtes plus à l'aise. Parce que ben voilà, maintenant que vous sortez, vous avez plus de seins. Donc Parce que tu avais un gros bonnet. j'avais un bon Moi, j'ai essai quand jamais eu même. de problème pour m'habiller. J'avais un bon essai, quoi. Donc tu Ah vois, je veux oui. dire, le bon essai, enfin, quoi que tu fasses, même quand tu vas faire Oui. la bise aux gens, ta Ça poitrine finit par arracher. est en contact avec les gens, tu vois. Donc quand tu Euh, es complexé de ta poitrine, dès qu'on la touche, qu'on la frôle, c'est l'horreur, quoi. L'horreur, quoi. Donc, Imagine le complexe, c'est dans l'autre sens. t'as beau serrer, t'as beau. Moi, je l'ai scotché sur le côté et tout, t'as beau tout faire. Quand t'as beaucoup de complexes, le fait que cette partie, elle était. Quand tu fais la bise aux gens ou quand t'es, je sais pas, dans des soirées, n'importe quoi, enfin, ça arrive souvent qu'on te frôle ou qu'on te touche cette partie, en fait. Et Hmm. quand t'as un grand complexe, eh ben, c'est vrai que c'est très violent d'accepter ça. Et du coup, ben, au lieu de trouver une solution plutôt pour accepter ça, comprendre ça, ben voilà. On se dit, bon, ben, on va enlever, ce sera plus simple, hein. Et qu'est-ce qui a motivé ta décision de subir une hystérectomie, une ovariectomie? Bah, ouais, bah, c'est vrai qu'après avoir fait l'ablation des seins, ça s'est mal passé, après ça allait mieux. Après, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est bon, je suis transsexuel, il fallait juste que je l'assume, il fallait juste que je le comprenne, que je le sache. Donc, bah, maintenant, en fait, je veux de la testostérone. Parce que ben voilà, je me suis sentie aussi un peu bizarre d'être une fille comme ça, sans sein. Enfin, c'était un peu bizarre. Et du coup, quand je voyais aussi toutes ces transformations, enfin, je vois que les filles, elles devenaient des gars beaucoup plus beaux aussi que des filles un peu classiques. Et du coup, ben, j'ai pris de la testo. Et puis, c'est vrai que bah, la testo aussi, voilà, hein, ça reste quand même un stimulant. Et quand vous êtes en dépression, que vous n'êtes pas bien, ça agit plutôt bien là Oui, sur la mais dépression. à part le fait d'avoir. Puis en plus, la testo, elle arrête les règles, non? Enfin, je veux dire, l'utérus, contrairement au sein bon essai, l'utérus et les ovaires, ça ne se voit pas. Est-ce qu'il y avait une incompatibilité avec la prise de testo? Qu'est-ce qui a motivé? Chez moi, pas. C'est vrai que déjà quand vous faites enlever les seins et puis qu'après vous êtes, enfin voilà, vous avez commencé un début de parcours, les questionnements se transforment aussi. Puis ben la dysphorie, elle augmente forcément vu que vu que ben voilà, vous commencez à vous transformer. Après il y a des choses qui vous gênaient moins mais qui vous gênait quand même, une fois que vous avez réglé un problème, comme moi par exemple d'avoir enlevé les seins, bah après ce qui me gênait, moi disons que j'avais des règles pas du tout douloureuses, très discrètes, très peu, donc genre 3 jours, très peu, sans douleur, sans rien, sans excès, donc hyper simple quoi. Mais du coup ça commençait à me gêner maintenant. Il y a d'autres Parce que tu choses qui avais ont... entamé ce parcours pour être un homme, du coup, le fait d'avoir ces règles, ça devenait gênant. Ouais, d'accord. Bah, en fait, il y avait plein de choses qui me gênaient en tant que femme, mais c'était genre des choses plus fortes que d'autres. Et plus on enlève certaines choses, bah là on enlevait les seins, bah après ça se redirige sur une autre chose, quoi. Mhm. La chose qui était 2 devient un vu que le un agit que les 1. Et du coup, j'ai commencé à vivre une sorte de vague dans ma dysphorie, en fait, où des moments ça allait, et puis des moments où ça allait pas du tout. Et du coup, il fallait poursuivre ça. Puis après, j'ai rencontré quelqu'un, et puis cette fille était hétérosexuelle, elle serait jamais sortie avec une fille. Du coup, voilà, moi qui me sentais déjà
beaucoup plus loin des femmes, en n'ayant plus de règles, en n'ayant plus de seins, en ayant de la barbe qui commence, enfin en ayant tout ça, et ben je voyais vraiment plus du tout. Je ressentais même de la dysphorie de me dire que j'étais encore une femme parce que j'avais des ovaires et un utérus, quoi. Mm. Donc, ça a commencé à faire de la dysphorie, même si on le voit pas, quoi. En plus de ça, il faut dire que c'est couplé avec le fait que moi, le médecin, il m'a dit, écoute, moi, maintenant, tu as choisi cette voie. En plus, si tu veux une transformation plus radicale, et ça sert à rien d'avoir les deux productions hormonales. Si tu n'as que la production de testo, tu vas avoir une transformation beaucoup plus forte. Parce que là, alors du coup, ben, j'étais là, bon, bah, au début, j'étais là, non, non, non. Et puis après, bah, j'étais là, oui, oui, oui. Et puis après, ça s'est fait un peu en sous-marin parce que c'est l'endocrinologue qui a appelé une gynécologue qu'elle connaît. Moi, je suis allée voir cette gynécologue. J'avais jamais vu de gynécologue de ma vie. Et puis voilà. Ça s'est fait très très vite après. Et Tout comment s'est ça... fait très très vite, quoi. Bah oui. Bah, comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que, même si tu étais engagé dans ce parcours pour être un homme et que tu as voulu être reconnu socialement comme un homme, est-ce qu'il n'y a pas des moments dans ta tête où tu te mégenrais toi-même? Ou comment est-ce qu'on se pense, on se vit? Euh, Est-ce que c'est pas une exigence mentale forte de se genrer au masculin quand on a passé plus de 20 ans de sa vie au féminin? Comment tu le vis en fait? Ah, quand vous êtes dans une haine et une détestation de vous, s'infliger à soi-même, c'est jamais compliqué. Je vais vous dire. Regardez les personnes qui ont des troubles anorexiques ou des trucs comme ça, enfin, d'infliger un régime, d'infliger des comportements de vomissement, d'infliger de la mutilation, d'infliger des... Quand vous infligez à vous-même, quand vous êtes mal, c'est pas le plus difficile. C'est les autres que c'est le plus difficile. Donc moi, vu que je l'ai vécu comme une révélation parce que je savais enfin qui j'étais et ce que j'étais, ça n'a pas été super difficile pour moi en fait. D'accord. Et puis, euh, en fait, comme vous vous habituez au fait que vous êtes différent des autres et que vous allez être perçu de différent des autres, vous vous habituez un peu aux réactions externes. Ce qui fait que vous vous mettez toujours plus dans une bulle, en fait. Mm. Et voilà. Je sais pas si je réponds parce que je suis plus tout à Les gens t'ont pris pour un homme assez rapidement. Comment ça s'est passé? fait. Est-ce que, à ton avis, est-ce qu'ils faisaient semblant ou est-ce qu'ils avaient des doutes ou est-ce que c'était par politesse ou est-ce qu'il y a eu... euh, Pour moi, il y a un peu deux cercles. Il y a le cercle des proches et il y a le cercle des inconnus. Tout ce qui est inconnu, c'est OK, quoi. À partir du moment où ils vous voient dans une nouvelle dimension puis qu'ils vous ont pas vu avant, il n'y a vraiment aucun problème. Ce qui est plus difficile, c'est pour toutes les personnes qui vous connaissent et toutes les personnes qui vous ont pas vu depuis longtemps. C'est là que c'est plus difficile, quoi. En et règle générale. C'est dans plus ta- facile aussi pour les filles, hein, de passer pour garçon que les garçons pour les filles, hein. Oui, oui, pour les garçons, il y a les estrogènes ont beaucoup moins d'impact sur leur corps que la testostérone. Mhm. Euh, et dans tes relations avec tes compagnes, avec tes relations en tant qu'homme, avec des femmes, est-ce que... Parce que tu dis que voilà, tu es sortie avec une femme qui ne serait jamais sortie avec une autre femme. Ouais, Et pourtant, bah, enfin, t'as pas eu de phalloplastie, tu as pas eu de... Enfin, t'avais un parcours de transition qui était assez convaincant, mais qui avait ses limites. Comment... Enfin, excuse-moi, hein, tu peux peut-être ne pas vouloir répondre, c'est vachement intime, je suis désolée, ça me pose beaucoup de questions. le soleil dans la Comment c'est gueule, déjà. possible? Comment c'est possible, en fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu des rapports sexuels avec des hommes quand j'avais 15 ans, mais c'est la seule fois où j'ai utilisé mon sexe pour avoir des rapports sexuels. Après, quand j'ai eu des rapports avec des filles, j'ai pu utiliser mon sexe pour avoir des rapports sexuels. Ça veut dire que moi, je faisais l'amour aux gens, mais les gens me faisaient rien. Et je suis un peu rentré. C'est pour ça que je dis que l'homosexualité a aussi été une fuite pour moi, parce que ça a aussi commencé dans la sexualité en n'utilisant plus du tout mon sexe. Donc voilà. Après, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, maintenant, on fait beaucoup de prothèses sexuelles, réalistes ou pas. Et en fait, il suffit après d'avoir une bonne organisation. Oui, un strapon, d'accord, oui, oui. Et Ok. voilà. Et après l'illusion est assez bonne.
euh, entre tout ça. Faut savoir qu'en plus, quand vous êtes convaincu et que vous êtes convaincu, ben, les autres vont être convaincus aussi. Donc, j'imagine que ces filles-là, déjà, elles n'ont pas du tout envie d'être lesbiennes. Donc, pour elles, c'est OK que vous êtes des hommes. Oui, ça aide d'aller dans le déni, en fait, des deux côtés, oui. Oui, et exactement. Et en plus de ça, vous êtes un peu plus l'homme parfait parce que, ben, évidemment, vous êtes plus compréhensif, plus doux. Vous n'avez pas de panne au lit. Enfin, je veux dire, vous êtes très performant au lit aussi. Donc, voilà, pour les filles, c'est assez cool quand même de Mais sortir avec des trans. mais c'est à sens unique, du coup. C'est quand même une sexualité qui est très à sens unique. Ou alors c'est très Ah, cérébral. oui, bon, les filles, on est très cérébral déjà. Et après, bah, ça va dépendre de chaque personne. J'imagine qu'il y a des filles trans qui utilisent celles qui ont des enfants, par exemple. Oui. Voilà. Euh, mais sinon, on peut par frottement, on peut ressentir du plaisir, ou alors, ben voilà, on peut ressentir du plaisir rien que parce que la personne a du plaisir, en fait. Mm, mm, Et puis, tout n'est pas forcément tout lié à cet orgasme qu'il faut absolument avoir, etc. mm, mm, bien sûr. Hein. Mais ce que je constate donc de ton discours, pardon, je te tutoie alors que il me Ouais, voit, je suis désolée. égal, vas-y. Euh, c'est que en fait le parcours de transition avec la testostérone, des opérations majeures, ça n'a absolument pas soigné ta dysphorie sexuelle. Ça l'a, au contraire, elle s'est aggravée en fait. Du coup. Bah, dans le sens, oui, oui, oui. C'est clair que si on observe ça de l'extérieur, d'ailleurs, moi, c'est toujours un peu la réflexion que j'avais avec moi-même et avec ma compagne à l'époque en me disant. Parce que des fois, elle me traitait tellement comme un homme que ça me créait même de la dysphorie parce que ben il y a des trucs que je pouvais pas répondre donc et ça me créait aussi de la dysphorie. Mais j'ai remarqué aussi que par exemple il y avait un énorme, je lui ai expliqué ça comme ça, je lui disais mais tu vois il y a quand même un énorme décalage quand genre on est ensemble, on a des rapports sexuels et la manière dont je le pense à l'intérieur de moi, de comment je le ressens et tout, et si il y avait une caméra qui nous filmait à l'extérieur et de comment on le verrait à l'extérieur en fait. Et j'étais toujours très troublée par ça parce que ça paraissait tellement réaliste et fou quand tu le vis comme ça sur le moment de manière très réelle. Et quand tu le penses à l'extérieur, ben, c'est pas du tout pareil. Et moi, ce décalage, j'ai commencé aussi à me poser un problème, quoi. Rétrospectivement, comment est-ce que tu aurais aimé que les praticiens, les psychologues, les psychiatres, éventuellement, les psys que tu as rencontrés, euh, t'accueillent pour ne pas te pousser vers ce parcours de transition que tu regrettes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire à la place, en fait? Ouais, ça, c'est une question très difficile. En fait, C'est une question. aucun des psys que tu n'as rencontrés n'a abordé la question des violences sexuelles. Ça n'a jamais été traité. Non. Non, non, ça n'a jamais été traité, non. Non, bon, parce que je sais pas si j'aurais été capable de l'exprimer à ce moment-là, parce que pour moi, c'était vraiment pas du tout le sujet, quoi, en fait. Je vivais assez dans cette idée où je me disais que bah, ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Donc, ça veut dire que en fait, ben, euh, j'avais assez cette notion de me dire, moi, j'y pouvais rien à ce moment-là quand j'étais petite. Et que je l'avais pas vécu mal sur le moment parce que on le vit surtout mal quand on est adulte parce qu'on a la rétrospective de se dire que c'est ce qui nous est arrivé quand on était enfant et c'est ce qui devrait pas arriver à un enfant. Donc je me suis dit que c'est parce que je trouvais ça violent parce que c'était mon regard d'adulte, mais quand j'étais jeune, j'avais le souvenir que je n'avais pas été choquée. Donc du coup, je voyais pas ça comme étant un élément en fait du tout moi. Donc pour moi, ça c'était le passé et c'était le passé quoi. Euh, Mais aucun psy n'a cherché à te trouver une solution positive à ta dysphorie sexuelle, par exemple. Dire, non. à essayer de te réconcilier avec ton corps, en fait. Non, 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 pas du tout. C'est vrai que je peux dire que j'étais peut-être un peu fautif parce que le fait que j'étais beaucoup dans la théorie et puis beaucoup axé justement sur cette notion de fluidité
J'allais pas raconter mes difficultés ou le fait que je me sens mal, j'allais raconter un ressenti que j'avais en fait. J'allais pas dire j'aime pas mes seins, j'allais juste essayer de donner une autre justification à ce qu'était ma poitrine. Donc c'est pas le même abord en fait quoi. Et ce que je trouve bah, étrange, c'est plutôt qu'on s'est pas dit ah oui c'est quand même étrange d'avoir cette notion-là de son corps, cette notion-là de ses seins, cette notion-là de différence d'appartenance à son groupe. C'est ça, je trouve Te que. demander pourquoi, bien sûr, et de le Ouais, répondre, parce que oui, oui, puis d'aller chercher, en fait, d'aller quoi, chercher. d'aller chercher, quoi. Ouais. Je pense que j'aurais voulu plus d'empathie, mais c'est tellement dur. Est-ce qu'il y a autant de bons psys qu'il y a de psys? Je suis pas vraiment sûr, quoi. Donc, du coup, Non, mais il y en a des bons quand même. ouais, bah moi, j'en ai vu beaucoup. Je suis aujourd'hui, à l'heure actuelle, à 36 ans, pas du tout, comment dire, j'ai trouvé personne et puis je trouve que c'est très difficile de trouver quelqu'un de compétent, quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui a du temps. Donc il y en a, mais faut les trouver, hein. Quand tu dis c'est psy, c'est psychologue ou psychiatre? Tu as vu des psychiatres en fait? J'ai vu les deux. Les deux. Hmm. Ouais. D'accord. Les psychothérapeutes, c'est surtout des psychologues. Et après, il faut voir quelles sont leurs formations initiales et voilà. C'est quel est Ouais, leur peut-être qu'en parcours. France et en Suisse, c'est pas tout à fait pareil non plus, hein. Ouais. On a parlé un petit peu de la dissociation tout à l'heure sans prononcer le terme. Tu as dit que lorsque tu es engagé dans cette détestation de ton corps, finalement, se faire du mal, c'est pas difficile. Euh, c'est quand même extrêmement frappant de l'extérieur. Effectivement, tu as engagé des opérations absolument majeures. Mhm. Euh, c'est une forme d'automutilation, en fait. T'es- Ouais, tout à fait. Ouais, 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 c'est sûr. tu mesures, enfin, aujourd'hui, tu es réassocié. Avant, tu étais Mhm. dissocié. Tu as senti la différence? Moi, ce qui me frappe, en fait, je vais exprimer les choses autrement. Je suis les parcours d'un certain nombre de détransitionneurs qui ont tous été à un moment donné des activistes hyper convaincus dans leur vie, qui ont eu des parcours assez lourds en testostérone ou oestrogène, en chirurgie, etc. Et en fait, quand ils détransitionnent et que c'est ceux qui décident de devenir activistes, un peu de parler, de s'exprimer, ce sont des gens qui font preuve d'une clairvoyance, d'une intelligence émotionnelle, d'une maturité qui est exceptionnel, quoi. Et je me dis, mais avant, ils étaient, c'est comme s'ils ils étaient complètement dissociés. Il y avait en fait, toute cette intelligence émotionnelle, cet amour de la vie, de soi, etc., des autres qui étaient sous une chape de plomb. Et puis à un moment donné, Mhm. la chape de plomb, elle s'est retirée. Mais en fait, ce qui est assez rassurant d'un point de vue extérieur, c'est qu'elle était toujours là, en fait. J'aimerais bien, si c'était possible, de pouvoir transmettre de son ressenti de la dissociation. Mhm. Après, tu sais, je trouve qu'il y a plusieurs trans, hein. Parce que moi, je vois, il y a des trans qui sont beaucoup dans l'exposition. Comme si avant, ils montent leurs photos, comme si avant c'était un brouillon et que maintenant c'est le définitif. Alors qu'il y a des trans plutôt comme moi où en fait on était plutôt dans l'effacement total, quoi. Donc moi, j'ai pas une seule photo de moi quand j'étais ado ou quoi que ce soit. J'ai tout effacé, quoi. Ah oui, tu Il les as fallait détruits, d'accord. j'ai tout détruit. Il fallait surtout pas parler de ça. Il fallait surtout pas qu'il y ait un rappel à ce que j'étais avant, quoi. Pour moi, c'était faire table rase de ça pour être cette chose-là. Donc je vois qu'il y a quand même des différences quand même dans la façon de d'exprimer cette dissociation, quoi. Tu avais une absence d'empathie vis-à-vis de toi-même. Enfin, tu l'as dit un peu tout à l'heure, parce que j'aimerais bien qu'on puisse développer un tout petit peu, si tu veux bien. Mhm, Qu'effectivement, quand on est anorexique, c'est pareil. Une personne anorexique peut s'engager, même si c'est sur plus long terme, dans une démarche qui va la tuer, quoi, en fait. Et quand on est dans une démarche de détestation de soi, de rejet de soi, euh, c'est quelque chose enfin, aller faire une démarche pour se faire retirer les seins, ok, mais l'utérus, les ovaires, il faut être vraiment profondément dissocié pour entamer cette démarche. Et je constate qu'après coup, un certain nombre de personnes se réassocient. oui, je comprends ce que tu veux dire. Comment est-ce qu'on peut est-ce que tu peux Après, transmettre ce que tu as vu de l'intérieur? ouais, la dissociation, c'est un processus psychologique. C'est une façon de voir et de voir les autres, de voir le monde et de se voir. Parce que, en fait,
moi, actuellement, par exemple, j'ai pas l'impression d'avoir un corps. Je suis un corps. J'ai pas l'impression de ressentir un décalage entre mon corps et mon esprit, quoi. Quand je regarde mes mains comme ça, bah, c'est mes mains, quoi, en fait. J'ai pas des mains, c'est mes mains, quoi. Et c'est ça la dissociation, en fait. La dissociation, c'est de se dire, j'ai un corps. Donc, en fait, c'est comme si moi-même, j'étais dans ma tête et que j'avais un corps, en fait. Tu t'observes de Et du l'extérieur. coup, je m'observe de l'extérieur, exactement. Et du coup, ben, ces seins ne sont pas mes seins, ces utérus ne sont pas ces utérus. Ce sexe n'est pas mon sexe. C'est quelque chose qui est sur moi, mais qui n'est pas en moi, en fait. Mm. Et du coup, la dissociation, ça commence comme ça, quoi. En ayant un regard sur soi qui est pas, intégré, qui n'est pas, comment dire, euh, Oui, un regard extérieur. Tu objectives ton corps, en fait. Ouais. ouais, ouais, t'as vraiment l'impression d'avoir un corps plutôt que de l'être, quoi. Et du coup, ben, quand tu as une vision extérieure comme ça, ben, tu peux transformer cette chose-là, quoi, qui ne t'appartient pas, en fait, qui n'est juste quelque chose à modeler, en fait. Qu'est-ce qui a donc entamé ton revirement? 5 ans Euh, après ta deuxième opération majeure. Est-ce que ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, comme on dit en dramaturgie, ou est-ce que c'est une série d'étapes? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? euh, En fait, ça a été très progressif. C'est progressif. Ça, c'est clair. Donc d'abord, on y croit, on y pense, on y croit, on est validé. Et après, on doit gérer les points de discorde. C'est après seulement qu'on doit gérer les points de discorde. Donc ça, c'est assez... les dissonances, et la dysphorie de genre, c'est après qu'on doit la gérer. C'est pas tout de suite. Oui, Euh, ton parcours de transition t'a généré plus de dysphorie hum, sexuelle et de genre qu'avant de c'est ça. transitionner. Oui, parce que c'est comme les questions et les réponses, quoi. C'est exactement la même chose pour moi. Mais en fait, après, ben, on doit gérer la dysphorie de manière tout à fait différente, quoi. Parce que moi, ce qui était difficile, c'est que d'un côté, j'avais pas envie qu'on sache que je suis une femme, parce que ben, ne pas être un homme, c'est être une femme, donc du coup, ben, c'est avoir un vagin, enfin voilà. Donc moi, je voulais vraiment pas tout ça, donc je voulais vraiment pas qu'on sache que j'étais trans. Et d'un côté, ben, je suis pas vraiment un mec, donc fallait bien qu'on sache que je suis trans, quoi. Donc on est toujours partagé entre ces deux choses-là, donc c'est très difficile. Entre on dit la vérité, on dit pas la vérité, c'est très compliqué. Et puis, ben voilà, la dysphorie s'arrête jamais, quoi. La dysphorie ne s'arrête absolument jamais. Donc, de toute façon, si vous vivez avec votre compagne dans une toute petite bulle où vous voyez jamais personne, où vous êtes que entouré de gens qui vous valident, eh ben ça ira, ça ira. Mais dès que vous allez sortir un petit peu de ça, que vous allez de nouveau aller chez un nouveau médecin, que vous allez devoir faire quelque chose qui va vous rappeler votre passé, vous allez de toute façon être confronté à la dysphorie, quoi. Donc, au fait de ce que vous étiez avant. Donc, ça ne disparaît jamais, jamais, jamais. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé? Ben, au bout d'un moment, j'ai remarqué que ça disparaîtrait pas, quoi. Donc, c'est soit j'accepte une réalité qui s'est passée, soit je continue à être dysphorique toute ma vie, quoi. Donc, Ça j'ai pas devient envie trop d'être lourd. dysphorique. Ouais. J'ai plus envie Est-ce, d'être dysphorique. est-ce qu'il n'y a pas des choses dans le discours transactiviste qui viennent aussi renforcer cette dysphorie? Bah ouais, tout à fait. Enfin, quand on vous dit être une femme, c'est pas forcément avoir des seins, un vagin, un utérus, des règles. Bah vous avez plus tout ça. Et du coup, vous pouvez toujours rentrer dans la définition de femme. Donc moi, en fait, j'avais beau enlever tout, je pouvais à nouveau me retrouver dans la définition de femme. Puis comme c'est fuir, vraiment le principal, c'était fuir d'être une femme. Et ben, ça a été une crise de dysphorie de la part de ma propre communauté qui me dit non mais en fait, si jamais tu peux être une femme, quoi, encore. Et j'étais là, non, mais c'est une blague. Surtout que si en plus moi je peux être une femme, ça veut dire que toi tu peux être un homme aussi, du coup. Vu Bah qu'on oui, peut pas. il n'y a plus de Vu repères, il qu'on n'y a peut plus pas. aucun repère. Mm. Bah ouais, il n'y a plus de définition. Donc ça veut dire que toi tu peux autant rentrer dans des deux côtés. Donc, Et puis ouais, ouais, non, là ça a été la crise de dysphorie de trop, quoi, pour moi.
où je me suis dit, bon, bah là, je suis obligé de bien de reconnaître qu'en fait, je suis une femme, quoi. Il y a eu Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est oui, ça? À un moment donné, jouer ce rôle au quotidien, c'était trop lourd. bah ouais, il faut. Oui, bah ouais, c'est lourd de jouer ça au quotidien quand même, même si vous êtes avec des personnes qui vous connaissent, qui acceptent et tout. Ben voilà, vous allez toujours aux toilettes, faut toujours se préparer, faut toujours. Enfin voilà, il y a quand même toujours un minimum de préparation, hein, c'est pas. Oui, non, mais en pas- même temps, c'est compliqué. Ça, disons que ça, j'imagine qu'il doit y avoir un manque de spontanéité. Bah, Mais- disons que ouais, ça c'est sûr. Mais disons aussi le fait que qu'artificiellement vous ayez transformé et que ça soit hyper réaliste, ben ça crée une illusion pour vous et pour les autres aussi, quoi, que vous devez aussi entretenir. Mais mais ça, ouais. tu as dit tout à l'heure qu'il y a des fois où on te prenait pour un homme et du coup, ça te mettait aussi dans une situation inconfortable. Est-ce que tu peux me dire que donner des exemples de gens qui attendaient de toi un comportement d'homme Bah, ma compagne de l'époque, il y avait des circonstances dans lesquelles elle avait des réactions comme si j'étais un homme, en fait. Bah, je sais pas, par exemple, au fait qu'on dit que les hommes, ils ont beaucoup d'érections le matin et qu'ils veulent des rapports sexuels le matin. Et genre, moi, je m'approche d'elle juste pour lui faire un câlin, puis elle fait mine, parce que je suis un homme, que j'ai des érections le matin, que je veux faire l'amour avec elle. Alors que, bah non, en fait, genre, trop pas. Et ces associations-là, ben, c'est vrai que quand vous vous prenez vraiment pour un mec et qu'on vous prend vraiment pour un mec, et ben, ça veut dire que vous devez prendre tout le package. Et tout le package fait que des fois, en fait, vous n'êtes pas un homme, quoi. Vous hmm. n'avez pas d'érection, vous ne produisez pas de sperme, vous n'aurez pas d'enfant. Il y a plein de choses qui, voilà, alors il y a des techniques, hein, certes, mais non, en fait. Donc là, ça pousse à la dysphorie, hein, parce que là, vous vous dites, ah ouais, non, mais en fait, je suis pas un mec, quoi. Mais quand tu dis parles de crise de dysphorie, la crise de dysphorie de trop, ça se manifestait comment? C'était des crises d'angoisse? Ouais, c'est des crises d'angoisse, des crises de colère, des crises de honte et de gêne. Ouais. La dysphorie, c'est beaucoup des crises de honte et de gêne. Et le moment où tu as basculé, tu as décidé, ça suffit, ça s'est passé comment? Bah, quand j'ai dit ça suffit, ça veut dire que je reconnaissais pleinement être une fille de sexe féminin. Par contre, j'ai mis presque 2 ans à arrêter la testostérone derrière, hein. Mais j'imagine que tu n'étais pas en couple, en fait, quand tu as décidé de changer, de renoncer à ton identité d'homme. Ouais, bah, après la énième relation qui foire, peut-être se poser un peu des questions. Et, et genre, ouais, ouais, là, il y a eu ce couplage entre le fait que de nouveau un échec de couple, avec quelqu'un avec qui je pensais faire une famille, etc. Donc voilà. Et puis, ben, tout ce discours, parce qu'en fait, on est toujours en mal-être. Du coup, on se dit, bon, bah, on va aller chercher encore des réponses et tout machin. Puis en fouillant encore et en allant chercher des réponses, bah, là, on est confronté à bah, genre 8 ans d'écart de discours avec. Parce que moi, j'ai fait ma transition. Après, j'ai pas été dans les communautés et tout. J'ai pas fait tout ça. Moi, après, j'ai vécu ma vie tranquille. Je suis indépendante. J'avais mon métier. Voilà, hein. Donc c'est Est-ce qu'il y après quand je suis revenu que j'ai vu qu'en fait il y avait tout qui avait changé. Alors au début j'étais là, mais c'est génial, ils ont pire avancé, il y a beaucoup plus d'explications, on peut enfin beaucoup plus se défendre, argumenter, génial, génial, génial. Mais à force de creuser, je me suis dit non mais là c'est terrible ce qu'ils disent quoi, terrible, des hommes enceints, enfin voilà quoi. Mais au-delà de la dysphorie et l'impossibilité, entre guillemets, du parcours, est-ce qu'il n'y a pas des éléments positifs aussi qui t'ont tiré en arrière, qui justifient que tu refuses aujourd'hui le terme de détransition, disons, j'ai toujours été une femme. Effectivement, tu as toujours été une femme. Est-ce que ça t'as pas manqué quelque part d'être une femme? Ben non. En fait, le seul truc positif que je peux dire, c'est que ça m'a vachement rapproché des hommes, d'être un homme. Ça m'a aussi fait comprendre de la partie déconstruite, de ce qui est construit autour de l'homme, de ce qui n'est pas construit. Autant, tu vois, genre le fait
de voir qu'il y a une grosse partie de construit. Donc ça veut dire que j'étais avec beaucoup plus de mecs, mais que genre comme j'étais perçu comme un homme, déjà j'avais pas du tout le même rapport avec eux. J'avais plus de rapport de séduction, de quoi que ce soit, donc on avait des discussions beaucoup plus normales. En plus, eux, vu que j'étais pas une fille, ils pouvaient être aussi différents avec moi. Donc ça veut dire qu'ils étaient quand même beaucoup moins masculins. Il y avait des hommes, ils étaient beaucoup plus sensibles. J'ai retrouvé beaucoup plus de sensibilité chez les hommes en discutant avec eux en étant un mec. Et je les ai trouvés aussi stupides. Je les ai trouvés beaucoup plus de choses qu'on voit pas quand ils sont dans des rapports, quoi. Ou quand ils Oui, sont vraiment quand il y a des rapports, ouais, ou quand ouais. ils sont vraiment entre groupes de mecs. Quand ils Mm. sont avec des filles, quand ils sont entre groupes de mecs, c'est pas du tout pareil que quand ils sont seulement avec une ou deux personnes masculines Mm. ou femmes qui n'est pas sexuelle, enfin qui n'est pas attirante sexuellement, où tu vois vraiment qu'ils sont différents, quoi. Et ça, vraiment, ça m'a pire rapproché d'eux. Ça m'a montré aussi que ils étaient différents, il y avait beaucoup de construits, et aussi à force de traîner avec eux, d'être dans leur vestiaire, d'être, quand même, on n'a pas la même anatomie, on n'est pas pareil, quoi. Et le fait de voir beaucoup l'anatomie des hommes, et ben ça m'a aussi montré que je serais jamais un homme en fait, jamais, 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 jamais. Et du coup, ben voilà, ouais, ça m'a aidé, ouais, euh, aussi. Le reste, franchement, non, il n'y a jamais une seule fois où je me suis auto-tiré par la manche en me disant non, non, en fait, t'es une fille ou quoi que ce soit. Vu que moi, je partais du principe que je n'étais soit rien, soit les deux, le truc fille, femme, c'était loin de moi, mais loin, 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 hein. Loin, loin, loin. Très, 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 très loin. Ah non, non, mais je te dis, il n'y a pas une seule fois où je me suis dit ah non, non, en fait, t'es une fille ou quoi que ce soit, hein. Non, moi, j'ai D'accord. vraiment cultivé ce sentiment de différence toute ma vie, quoi, vraiment, hein. Et aujourd'hui encore, en fait? Aujourd'hui Ben, encore, comment aujourd'hui, tu te sens, en fait, aujourd'hui? C'est ça ça ma m'arrive question. encore. Ça m'arrive encore, hein, je te jure, hein. Genre, des fois, je suis avec des filles et je me dis, ah oui, c'est vrai, je suis une fille, quoi. Je te jure, des fois, ça m'arrive. Mais parce que, en fait, des fois, je me rends compte à quel point on peut être différente Bah oui. parce que notre perception des choses peuvent être différentes, mais en fait, on est pareil, quoi. Mais ça ne changera jamais rien. Mais Bah, imagine on est bien toutes que différentes, même si on a le ça- même corps, c'est tout. c'est ça, c'est ça. Ça ne te C'est que définit pas en tant que personne, bien sûr. tu sais, par exemple, les toilettes, c'était aussi compliqué quand j'étais homosexuelle parce que j'étais très masculine et j'avais un peu ce truc un peu très dragueur, quoi, tu vois. Et du coup, je m'auto-gênais dans les toilettes des filles parce que je me disais que je les gênais aussi, quoi, tu vois. Vu que j'étais attirée par elles, hein, dans les toilettes des filles, tu vois. Et en fait, maintenant, je me dis juste, mais putain, en fait, c'est des conventions collectives et publiques, quoi, tu vois. Donc, quand tu vas dans un environnement public, et en fait, il y a des choses qui s'annulent, quoi. Il y a des choses qui s'annulent. Par exemple, quand tu vas dans les toilettes des filles, tu vas juste dans des toilettes pour faire pipi, en fait, quoi. C'est pas forcément un lieu de rencontre, quoi, tu vois. Mais voilà, quand on est jeune, on est un peu, enfin voilà, on est un peu en alerte sur le moindre truc. Et du coup, ouais, c'est pas toujours évident de bien comprendre, de tout comprendre, quoi. Et dire à des ados de pas prendre en considération le regard des autres, ou que les autres ils aient un avis sur soi, ça me paraît juste impossible en fait. Moi, quand on me disait fais pas attention aux autres, enfin c'est juste pas possible de ne pas prendre en considération le regard et la vie des autres. Ce- cela dit, on a surtout besoin de savoir comment en fait on induit, on façonne les éléments euh, qui vont en fait façonner nos réflexions, nos envies, tu vois? C'est plutôt ça, en fait. De dire, faut pas faire attention au regard des autres, c'est impossible pour des ados. Par contre, il faut vraiment essayer de comprendre comment, en fait, ces éléments se construisent, comment nos envies se construisent. Ça, c'est beaucoup plus important, quoi, je pense, C'est un chez message chacun. que tu voudrais faire passer aux jeunes filles atypiques, aux garçons manqués, filles Ouais. réussies?
Je pense que comment comprendre nos éléments induisent ou façonnent nos réflexions, nos envies et nos désirs, c'est plus important que de ne pas faire attention au regard des autres, quoi. Mm, Ça- mm, mm, mm. Parce que oui, du coup, aujourd'hui, toi, tu es en recherche d'un psy, tu es toujours dans ces interrogations vis-à-vis de ton problème initial qui n'a pas été adressé, en fait. non, bon, maintenant je recherche plus petit, hein, parce que je... La question, c'est voilà, comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu te sens Hein? aujourd'hui? Comment tu te vis? Comment tu te sens aujourd'hui? Ben, c'est toujours un petit peu partagé parce que ben on m'a pas donné la possibilité de me réconcilier avec moi, donc du coup ben j'ai cette partie-là qui sera toujours en manque en fait parce que ben voilà, on m'a retiré des organes que je n'ai ni pu accepter ni avec lesquels je vais pouvoir vivre, donc ça va rester toute ma vie quoi. Avant je souffrais de d'avoir des seins, maintenant je souffre de pas avoir de seins. C'est bête hein, et c'est comme ça et puis tout mon processus psychologique, ben, je l'ai fait sans l'aide de psy, en fait, en écoutant un tas de personnes parler d'un tas de choses, de féminisme, d'anthropologie, de sociologie, de biologie. Donc, j'ai en fait rejoint juste une vision plus collective. En fait, moi, je dis rien de spécial au final, quoi. Je viens juste rejoindre tes travaux et les travaux de d'autres personnes qui n'ont pas eu besoin de faire des transitions, en fait, pour se rendre compte que c'était pas du tout soutenable. Donc, euh, donc voilà. Hmm. Mais si tu prends des estrogènes, parce qu'on ne peut pas vivre sans hormones, tu as arrêté Oui, la testostérone et du coup, ton corps est en train de se retransformer dans l'autre sens. oui, ben c'est pour ça Il que te je dis que c'est. féminise en fait. Oui. Alors, il y a des limites à ça, mais oui, c'est vrai. Quelles sont les conséquences sur ta santé aujourd'hui de ton parcours de transition? Les conséquences sur ma santé sont psychologiques et physiques. Donc, je peux pas me réconcilier avec moi-même parce qu'ils m'ont enlevé la possibilité de pouvoir le faire. Donc, j'aurai toujours un, un trouble. Enfin, je suis toujours mal à l'aise avec moi-même. Parce que maintenant, quand je dois aller à la plage ou quoi que ce soit, ben maintenant j'ai un corps amputé, alors il faut quand même toujours le couvrir. Et puis ben, physiquement, oui. Alors, non, mais c'est ça que je voulais te dire. C'est que moi, j'ai mis 2 ans après le fait d'avoir été OK de dire que j'étais une femme, j'ai mis encore 2 ans à arrêter la testostérone. Parce que pour moi, je me disais que la testostérone, c'est pas ce qui faisait ou faisait pas que j'étais une femme. J'étais une femme de toute façon, que je prenne ou pas de testostérone. Ce que j'avais pas compris, par contre, c'était à quel point tous mes problèmes étaient quand même en lien avec ça. Et du coup, arrêter la testostérone était difficile. Parce que ben, la première chose à laquelle j'ai quand même pensé quand j'ai dû arrêter, c'est putain, je vais redevenir grosse en fait, quoi. C'est la première chose que je me suis dit, quoi. Mm. C'est je vais redevenir grosse. Ça a été hyper difficile. J'étais là à me dire, je vais redevenir faible, je vais redevenir, enfin voilà, je vais Puis redevenir une c'est un femme. booster, la testostérone. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est un booster. Et là, tu as l'air en pleine forme et tout. Donc je vais revenir, voilà, tout ça, quoi, tu vois. Donc Mm, là, mm, mm. c'était hyper dur de me dire que mon corps, il allait se retransformer en quelque chose dont je n'avais jamais pris le temps d'accepter. Oui, Donc effectivement, le corps se retransforme, hein, faut pas croire, hein. Donc la répartition des graisses, elle se refait. La voix, elle se réadoucit malgré qu'elle ne revient pas 100%, elle se réadoucit quand même. La peau se transforme, elle devient moins sèche. Il y a les cheveux qui repoussent, hein. Moi, j'ai plus autant de trous qu'avant. La peau devient plus souple, moins sèche. Non, non, il y a pas mal de choses. Et la chose aussi assez essentielle quand même, c'est au niveau psychologique. C'est-à-dire que moi, quand j'étais sous testostérone, j'ai plus pleuré, quoi. J'ai plus pleuré pendant des années et des années. J'avais principalement plutôt la colère en premier lieu d'émotion qui était là. Et maintenant, ça a beaucoup changé, quoi. Donc maintenant, je repleure de nouveau comme avant pour tout et rien. Parce que quand j'étais jeune, je pleurais déjà énormément. Je pleurais ah beaucoup. oui, Après, quand j'étais ado, quand j'ai eu mes règles et tout, je pleurais beaucoup aussi. Pendant mes règles, j'avais quand même un peu des moments de dépression, des trucs comme ça. Et ça, c'est beaucoup revenu. Parce que, bah, par exemple, maintenant, quand je regarde un film, je repleure à oui. nouveau. C'est un excès de sensibilité. Oui, d'accord.
Alors qu'avant, je C'est une, pleurais, une empathie très forte, en fait, c'est ça, tu je ressens? pleurais plus. Ah ouais, ouais, non, mais faut pas croire que la testostérone, c'est que ça a vraiment un effet, ça constitue quand même un pan de personnalité, hein. Je veux Mm. dire, le fait que je pleurais plus du tout, que j'étais tout le temps plus en colère, etc. Même si je l'ai en moi en tant que femme, la testo, ça a exacerbé ça, hein. Mm. De dire que les hommes pleurent pas parce que en fait faudrait qu'ils soient plus qu'ils expriment plus leurs émotions ou qui c'est pas totalement vrai quoi parce qu'il faut pas minimiser que la testostérone a un effet quand Un même impact sur le cerveau, oui. a un impact sur le cerveau donc pas être que dans la déconstruction des hommes qui devraient tout le temps pleurer. Je pense que quand même, on s'en rend pas compte que l'effet de la testostérone a quand même un effet de façonnage sur l'expression des émotions. Tu as entrepris une démarche de procédure contre les médecins qui t'ont amené à mutiler ton corps. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors moi j'ai porté plainte contre le psychiatre qui m'a diagnostiqué et bah, je pense que tout le monde est responsable, hein, c'est pas juste le psy, mais le psy aide quand même parce que ben il fait un diagnostic qui va valider les opérations en fait. Donc c'est un peu à cause de lui qu'il y ait toute la cascade quoi. Donc j'ai porté plainte, je suis en procédure civile contre le psychiatre actuellement qui devrait se dérouler dans courant 2026. Je me fais un peu l'avocat du diable. Des transactivistes pourraient dire que finalement, t'as jamais été vraiment trans, parce que genre, tu étais plutôt non-binaire, une femme atypique, que c'était un parcours très singulier, mais que c'était pas le parcours global, alors qu'en fait, il faut replacer tout ça dans ce contexte. Que la notion d'identité de genre n'existe pas, que la dysphorie de sexuelle est complètement autre chose. Voilà. Est-ce que tu aurais un message donc pour les pouvoirs publics de fait de ton expérience, de ton parcours de transition et de ton revirement? Ouais, bah j'en aurais plein des messages, mais c'est difficile, très difficile. Ce que je peux dire, c'est que tout ça, c'était dans ma tête. C'était pas dans mon corps. À partir du moment où on peut pas le voir dans mon cerveau, dans mon sang, dans mes organes, on peut le voir en nulle part. Comment en fait on peut valider en fait cette chose-là si on peut pas la voir en moi? Et du coup, si on la valide, ça veut dire qu'on valide un processus qui est psychologique et non corporel, en fait. Donc c'est pour ça que je dis bien que tout ça, c'était dans ma tête, mais ça n'a jamais été dans mon corps. Et après, on parle de femme qui devient quelque chose, puis qui a arrêté. Donc je serais une femme, une trans, puis maintenant une détrans. Mais en fait, tout ça, c'est juste du langage. Parce que si on regarde cette expérience de l'extérieur, en fait, j'ai toujours été une femme, toujours. Je serai toujours une femme jusqu'à la fin de ma vie. Si on retrouve mes os bien plus tard et qu'on fait une analyse, j'aurais été encore une femme au-delà de mon existence. Donc en fait, on voit bien que c'est des mots pour exprimer une représentation psychologique et non un fait qui est dans le corps qui est là, quoi. Et Donc qui ne peut pas être modifié par les traitements dits de réassignation sexuelle. non, Parce que c'est ça le rôle des pouvoirs publics et des médecins bah, par rapport à la démarche. oui, c'est pour ça que j'essaye de dire que en fait, au final, c'est pas important c'est pas grave, c'est pas, ça pourrait ne pas être grave en tout cas qu'il y ait des pensées ou des croyances comme ça qui circulent et qui vivent avec nous, comme il y a un tas d'autres croyances qui circulent et qui n'ont pas de conséquences en fait sur les gens ou sur autrui, C'est ça. quoi. Croire en la religion, à partir du moment où il n'y a pas d'éléments extrêmes, en fait, ça ne pose aucun problème ni à la personne ni aux autres. On vit tous ensemble avec un tas de croyants, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment la réponse, en fait, à ça. Donc, la réponse chirurgicale et non psychologique, c'est vraiment la réponse chirurgicale qui, là, fait la cascade de problèmes qu'on a et qui, du coup, va être une conséquence pour la personne hein, et puis pour les autres, quoi.
Donc moi, je suis OK de dire qu'il y a des personnes qui se sentent différentes, qui ont des ressentis différents. Je suis OK si, en fait, ben, on a des instituts qui le font. Donc je suis OK de laisser ces gens, si les médecins sont d'accord, de s'opérer à partir du moment où ils payent eux-mêmes leur opération, parce que c'est un choix personnel. Et, et je pense que le statut devrait être protégé aussi. On ne devrait pas le changer parce que, ben, en fait, ce statut civil est un statut de droit. C'est Le pas sexe, juste. tu veux dire, le sexe biologique, c'est Ouais, ça que le tu veux dire? statut civil homme-femme est un statut de droit qui est régi sous la base d'un sexe, quoi. Mm. Donc, en fait, comme c'est un statut, le statut civil donne des droits à des personnes en fonction de leur sexe, bah, on peut pas, il ne devrait pas être interchangeable parce que sinon, bah, les droits de chacun sont plus respectés, quoi. Donc, ouais, je, je dirais aux personnes qui se disent trans que c'est OK de le penser, que c'est OK de le vivre, mais comme un choix personnel et pas comme une identité qui existerait et qui serait cachée chez les autres, qu'il faudrait aller chercher. Je suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, en fait, le fait qu'on soit d'accord de dire que des adultes sont comme ça, enfin, que les adultes se décrivent comme ça depuis l'enfance, bah, ça voudrait dire qu'ils sont comme ça depuis bébé, depuis enfant, donc ça voudrait dire qu'il y aurait des enfants comme ça, hein. Et ça, c'est totalement faux. C'est pour ça qu'il faut bien se dire que c'est dans la tête et pas dans le corps. Et qu'on n'a pas validé un ressenti, c'est ça que tu veux dire? Le ressenti, c'est pas quelque chose qui est forcément vrai, qui est forcément positif. Alors, je dirais que le ressenti est vrai parce que on peut pas remettre en question un ressenti. Si tu me dis je suis en colère, je peux pas Ah te dire oui. non, t'es pas en colère. Je Mm. peux jamais remettre en question ton ressenti. Par contre, est-ce que les multiples ressentis qu'on peut avoir durant une vie et à l'échelle du fait qu'on soit beaucoup, donc il y a autant de ressentis que de personnes, est-ce que ce ressenti-là est possible d'être décorrélé avec le corps matériel et sexué? Ça veut dire que c'est possible que j'aie un corps et un ressenti et que ces deux choses-là ne soient pas connectées ensemble. Ça, je pense que c'est faux. Ça, je pense que c'est faux. Le ressenti est multiple, changeable. Le corps n'est pas multiple et changeable, quoi. Donc, voilà. Je peux me ressentir comme un arbre, comme un chien ou un être de lumière. Est-ce que je le suis? Ben non, en fait. Donc le ressenti est effectivement sincère, vrai, et il n'y a pas de souci. Est-ce que pourtant c'est vraiment le cas que on est ce qu'on prétend être? Ben non, c'est là qu'en fait il y a une petite nuance. Aujourd'hui, tu es activiste. Tu t'es pas tu te contentes pas même si tu vivais ta vie de trans dans ta bulle, en fait, euh, si je t'ai bien compris, mais tu as choisi de rendre public, en fait, ta démarche aujourd'hui, Mhm. post-transition, hein, je n'emploie pas le terme des transitions, mais post-transition, parce Ouais. qu'il faut faire changer les choses. C'est aussi la démarche à travers cette procédure. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer? Parce qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a en Suisse, en France, ailleurs, des parents dont les adolescents ou les jeunes adultes viennent leur dire je veux faire un parcours de transition, je suis trans. Il y a des pouvoirs publics qui se sentent, qui transmettent ce type de message sur l'inclusion, hein, et du Mhm. coup, les parcours de transition. Tu Oui, cherches à les mettre en garde, en fait, contre ça. moi, la première démarche que j'ai fait, c'était surtout parce que je remarquais que les personnes qui étaient plus d'accord avec ça, elles osaient pas parler. Si elles osaient parler, elles se sentaient toujours coupables. Elles pensaient que qu'elles avaient une grosse part de responsabilité là-dedans. Elles osaient pas remettre en question le parcours des personnes trans. Ça veut dire que moi, j'estime que si c'est pas bon pour moi, c'est que c'est pas bon pour personne en fait. Elles estiment que c'était pas bon pour elles, mais que c'est ok pour les autres. Je pense pas ça. Donc j'avais besoin de venir parler
pour donner quand même moins moins de responsabilité à nos parcours dans dans ce processus, moins de responsabilité à nous-mêmes simplement dans ce processus. Euh, Parce que je pense on est plus victime que responsable. Ce que je pense qui est important aussi de dire, c'est que, en fait, jusqu'à en tout cas 25-30 ans, on ne peut pas consentir à des actes irréversibles. Donc, des enfants ne peuvent consentir à des actes irréversibles, ne peuvent consentir à être, comment dire, lucides sur la réflexion qu'ils ont construite. Donc, il faut bien s'en rendre compte que si un enfant n'est pas consentant, ça veut dire que c'est des adultes qui font transitionner cet enfant, vu que l'enfant n'est pas consentant. Donc, il faut bien s'en rendre compte qu'on met tout sur le choix personnel de la personne ou de l'enfant, alors que ben, c'est juste impossible. Et que traiter un mal-être psychologique par des mutilations chirurgicales, ça n'a pas de Ouais. sens en fait. Non, non, ça n'a vraiment, vraiment pas de sens du tout, quoi. C'est une illusion qui fait qu'on se détache toujours plus de la réalité, qui fait que revenir à la réalité après est encore plus difficile. Je pense que des trans, entre guillemets, ont besoin de traitements particuliers, d'un accompagnement particulier qui n'existe pas aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que bon, moi, je suis encore assez privilégié, je m'en sors bien, je suis hyper soutenu, je, je, j'ai été éduqué à ce qu'il faut se battre et qu'il faut pas se laminer et tout. Donc, je puise dans tout ça, mais la plupart des gens, c'est pas ce qu'ils vivent, quoi. La plupart des gens, ils cherchent une reconstruction et pas qu'une reconstruction psychologique, ils cherchent aussi une reconstruction physique. Et il faut se poser la question de maintenant, est-ce qu'on doit reconstruire ces gens, qui c'est qui paye, jusqu'où on va? Il faut se poser maintenant toutes ces questions. Et aujourd'hui, à l'état civil, tu as modifié tes documents d'état civil? J'ai Dans le- tout modifié. J'ai repris l'ancien nom que je détestais. J'ai repris mon sexe de base. Ouais, j'ai tout repris. Parce que je me suis rendu compte que bah, c'est pas parce que je déteste mon prénom. Je suis né sous le nom de Hélène Lia. Je déteste Hélène parce que ben, c'était très rapproché à beaucoup de figures féminines ou de, de- d'histoires mythiques. Donc voilà, c'est toujours des femmes très féminines, assez sexualisées, etc. Enfin bref. Et du coup, je me suis rendu compte que, bah, en fait, ça, c'était une partie qu'on m'avait donnée, quoi, qu'on m'avait nommée comme ça quand j'étais petite. Donc, en fait, si je veux le refuser, bah, je peux le refuser. Je suis pas obligé de l'effacer pour le refuser. Oui. Il y a plein de gens qui changent de prénom et qui n'ont pas du tout de problématique d'identification sexuelle, tout à fait. Oui, donc en fait, ben, je l'ai repris juste pour, comment dire, pas anecdotique, de manière symbolique. Je l'ai repris de manière symbolique, j'ai repris mes prénoms de manière symbolique, mais je me fais pas appeler comme ça dans la vie parce que je n'aime pas ce prénom et qu'on on m'a toujours appelé différemment. Alors. Et puis bah, ça pose aucun problème en fait. Il n'y a pas besoin d'être dans une psychose, un effacement, un rejet. Il n'y a pas besoin d'être dans tout ça pour invalider ou refuser des choses qui nous pèsent ou qui nous dérangent. Pas besoin d'être dans la radicalité pour refuser, quoi. Bah, ce sera le mot de la fin. Ouais, Merci Léo, merci infiniment pour ton ben témoignage. voilà pour le dernier petit mot de la fin. Merci infiniment bah, à toi, parce que ben évidemment que oui, nous, nos expériences, elles sont importantes, mais comme je disais avant, c'est collectif. C'est tout le monde doit prendre la parole parce que ça touche tout le monde, ça touche pas que les personnes concernées, ça touche tout le monde. Donc voilà, moi peut-être je suis la preuve de ce qu'il ne faut pas faire, mais il y a plein de gens qui expliquent ça très bien, qui n'ont pas fait de transition, qui ont tout à fait le droit d'en parler, euh, qui sont tout à fait légitimes d'en parler. Donc je soutiendrai autant les personnes qui reviennent en arrière que toutes les personnes qui n'ont absolument rien à voir avec cette histoire et qui soutiennent des discours comme le tien et le mien, quoi. Merci infiniment.
Donc merci infiniment aussi et puis, ben, à bientôt quoi.